Et avec nous pour aller plus loin, l'historien Antoine Arjakovski. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien français, spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Et en 2019, déjà, vous écriviez, vous participiez à ce rapport. Quel plan de paix entre la Russie et l'Ukraine? Vous avez entendu ce soldat ukrainien. Qui peut arrêter cette guerre? Image étonnante. Oui, et complètement compréhensible. On voudrait que cette guerre s'arrête parce que du côté ukrainien, c'est 10 morts par heure depuis 3 mois. C'est des centaines de femmes qui sont violées, c'est 6 millions de réfugiés, c'est 1000 milliards de dollars de destruction, soit 5 fois le PIB de l'Ukraine. Et tout ça, pourquoi? Pour une absurdité, pour des conflits théologico-politiques d'un autre âge. Donc il faut arrêter cette guerre, et simplement, pour l'arrêter, il faut la regarder en face, il faut essayer de comprendre pourquoi cette guerre a commencé. Et le rapport qu'on avait fait en 2019, avec plus de 200 intellectuels russes, ukrainiens et européens, a expliqué le fond du problème, c'est-à-dire, par exemple, sur les questions historiques, les Russes et les Ukrainiens n'ont pas la même compréhension du passé. Donc c'est exactement le même problème qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne tout au long du XXe siècle. On avait des compréhensions différentes. Mais est-ce à dire encore que Vladimir Poutine est toujours 3 mois après avec ce logiciel soviétique? Il ne s'est pas dit, il faut à un moment donné qu'on parle. Plus que jamais, il est avec ce logiciel. Il est entouré. C'est pas que lui, du reste. Il est entouré par des conseillers. On a tendance à vraiment personnaliser le pouvoir russe. Alors que Nikolaï Patrouchev, qui est son bras droit, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité russe, dit la même chose. Le patriarche Kirill de l'Église orthodoxe dit la même chose. Douguin, l'idéologue, dit la même chose. Ils sont dans une logique impérialiste. Et donc c'est la raison pour laquelle ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter cette guerre, c'est d'écouter les Russes qui sont contre le logiciel impérialiste. Il se trouve que pas plus tard que le week-end dernier à Vilnius, l'opposition russe démocratique s'est réunie autour de Garry Kasparov et a dit « Nous, on sait comment arrêter cette guerre ». À savoir, 1, on reconnaît que cette guerre est criminelle. 2, on considère que le régime de Poutine est illégitime. Et 3, on rend l'Ukraine, Crimée comprise, aux Ukrainiens. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'une alternative à Poutine pourrait se mettre en place. Et on va poursuivre. Le problème, quand même, c'est qu'on ne l'écoute pas, Kasparov. Et on va revenir sur, effectivement, les négociations de paix, sont-elles possibles ou pas? Mais d'abord, regardez cette séquence étonnante. On sait que cette guerre se joue aussi sur la question médiatique. On va voir une séquence où un journaliste reporter de guerre russe montre des images. L'Ukraine, forcément, les a vues. La suite nous est racontée par Dimitri Porte. Alexander Kotz est un reporter de guerre russe. Il n'est jamais avare pour raconter le conflit au pays. Dans son camouflage de l'armée, il s'exalte sur l'arme fatale de Moscou. En arrière-plan, un mortier géant, le plus gros au monde. Le 2S4 Tulip. Les Russes le surnomment la tulipe de la mort. Ce mortier frappe fort et loin. Des obus de 130 kg, d'une portée de 10 km. Un engin terrifiant, comme l'explique le journaliste. Cette séquence a été diffusée à la télévision russe. Mais l'armée ukrainienne regarde tout. Son réseau d'informateurs sur le terrain est efficace. La localisation de l'engin a été vite identifiée. Un drone a été envoyé dans le secteur de Severodonetsk. La tulipe russe s'est fanée d'un tir de l'armée ukrainienne. Anton Arjakovski, là on est dans le Donbass et le ministre ukrainien des Affaires étrangères dit que c'est la plus grande bataille au sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce votre avis? Oui, tout à fait. En Europe, on n'a pas connu l'équivalent. Et de fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans le Donbass, c'est 2 armées qui sont au corps à corps et qui essayent de se partager cette ligne qui va de Kharkov à Kherson. Mais on a l'impression que l'Ukraine pensait encore, il semblerait que les lignes bougent, qu'elle pensait qu'elle pouvait gagner. Le président Zelensky demande des armes aux Occidentaux, notamment aux États-Unis. Est-ce que les Ukrainiens commencent à prendre conscience que l'Ukraine finira par être détruite et qu'il n'y aura aucun vainqueur? Ah, je ne crois pas du tout. Je crois que, de fait, les Ukrainiens savent qu'en phase 2, et c'est ce qu'a dit Zelensky à Davos, il y a une armée 20 fois plus puissante en termes de matériel militaire, sauf que en face,
il y a un peuple en armes. Et historiquement, une nation en armes, c'est une force bien plus importante que tous les canons qu'ils peuvent nous montrer. Donc c'est la raison pour laquelle récemment, à la télévision russe, il y a des colonels du FSB qui ont dit, en face de nous, il y a 1 million de personnes qui sont bien plus motivées que nous. Donc les Russes aussi craignent de perdre Eh bien cette justement, guerre. puisque vous parlez, Antoine Arjakovski, de la télévision russe et notamment d'État russe, on va voir que la propagande continue de battre son plein. Vous allez voir une séquence étonnante d'une présentatrice de renom sur la chaîne Russia One. Je vous laisse regarder, on réagit juste après. Ils croient tous que nous allons perdre et que l'Ouest va gagner. Ils ne comprennent pas que c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Ça n'arrivera jamais. Soit nous gagnons, soit ça va mal finir pour toute l'humanité. Il n'y a pas d'autre solution. Quand les gens demandent combien de temps cela va durer, en termes d'aliénation, de confrontation avec l'Occident, je ne vois qu'une seule version des événements. C'est pour toujours. Habituez-vous à cette nouvelle vie. Je ne supporte pas les pleurnicheries de se sentir mal pour les enfants. Pourquoi vous sentez-vous désolé pour les enfants? Certains se sentent déçus que leurs enfants ne puissent pas étudier en Occident. Le meilleur des mondes ne leur sera plus ouvert, tout leur sera fermé. Je leur dis, chers amis, vous devriez vous réjouir. Le meilleur des mondes va droit en enfer. Dans 10 ans, vous direz, merci beaucoup. Merci si mon enfant n'a pas étudié en Occident, parce que votre enfant restera une personne normale. Peu importe ce qui se passe et comment nous nous comportons, notre confrontation avec eux est pour le reste de notre vie. Margarita Simonian, directrice de Russia One, qu'est-ce que ça vous inspire? Russia Today. Russia Today. C'est la principale chaîne de propagande qui est financée à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars chaque année par l'État russe. Et en l'écoutant, on se dit heureusement que Russia Today a été fermé en France. Parce que ça, c'est de la propagande pure. Mais dans cette même émission, il y a un expert qui dit si nous devons aller jusqu'à Berlin, alors nous irons jusqu'à Berlin. Il précise avec une mission culturelle. Pourquoi la télévision d'État russe fait cela? Est-ce que ce discours passe en Russie, selon vous, encore aujourd'hui? Mais oui, parce que, encore une fois, la semaine dernière, il y a des colonels et des généraux du FSB qui ont expliqué que cette guerre, on ne pourrait pas la gagner du point de vue russe. Et donc ça a troublé les téléspectateurs qui entendaient tout le discours inverse depuis 90 jours. Donc c'est pour ça que là, maintenant, Margarita Simonian, en personne, monte au front, si je puis dire, au front de l'information pour insister sur le fait qu'il n'y a aucune chance pour que la Russie perde, etc. Donc c'est vraiment du volontarisme, alors qu'en réalité, ce pays où elle dit qu'il fait bon vivre, c'est un pays où il n'y a pas de médias indépendants, où il n'y a pas de liberté. Mais Antoine Arjakovski, pardonnez-moi, le temps file, mais aujourd'hui l'actualité, c'est aussi encore une fois cette question du pétrole et d'un embargo européen qui se pose. Viktor Orban dit non. La France déclare ce soir qu'on peut encore éviter un blocage de la Hongrie, qui est réputée proche de Viktor Orban. On est encore, avec le bilan que vous nous faites, en train de tergiverser sur cela? Oui, c'est assez hallucinant parce qu'il se trouve que ça fait 90 jours que cette guerre a commencé et que nous finançons à hauteur de 650 millions d'euros par jour la Russie dans son effort de guerre. Donc c'est absolument terrifiant. Les centaines de femmes violées, les centaines d'enfants qui ont été Donc l'Europe et les exécutés. États-Unis ont une responsabilité dans ce qui se passe. Enfin, les États-Unis ont décrété. Les États-Unis, ils ont décidé qu'ils n'auraient plus d'hydrocarbures russes. C'est pas la même dépendance. C'est pas la même dépendance, c'est vrai, mais c'est quand même des conséquences sur le coût de l'essence aux États-Unis également. Donc l'Europe, le fait qu'elle tergiverse encore par rapport à cet embargo, tant sur le pétrole que sur le gaz, ça montre son extrême faiblesse finalement vis-à-vis de la Russie, et ça montre qu'elle n'a pas pris conscience qu'en réalité, c'est pas simplement l'Ukraine qui est en jeu, c'est la construction européenne elle-même. Des gens comme Margarita Simonian, si demain elles prennent le pouvoir au niveau européen, on va comprendre très vite le malheur que ça représente. Donc voilà. Merci beaucoup Antoine Arjakovski, historien spécialiste des questions russo-ukrainiennes. Merci d'être venu avec nous.